nous sommes aujourd'hui pendant une heure sur Zoom à l'actualité politique et générale de la rentrée. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Sébastien Citerne et à Sébastien Reynaud. Je ne sais pas comment vous avez prévu de vous partager la parole. En tout cas, je vous laisse la suite. Et je rappelle à tout le monde que vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans le chat. Eh ben, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer sur ce Zoom de rentrée. Déjà, j'espère toutes et tous que vous avez passé un été, un bel été, que vous avez pu profiter de quelques vacances et surtout que vous n'avez pas été touché par les aléas climatiques et différents ou trop impactés aussi bien personnellement que professionnellement par tous ces incendies, ces sécheresses qu'on peut connaître sur notre pays. Je vais remettre mon micro. Je vais être assez bref. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que pour vous faire un petit tour de l'actualité politique et de l'action de l'UNEA, que dès le mois de juillet et la nomination de la deuxième version du gouvernement de cette nouvelle législature, on a pris attache avec nos ministres, enfin notre ministère de tutelle, le ministère du Travail, mais on a souhaité également élargir le champ des ministres à rencontrer. Trop souvent, on se contente d'aller vers le ministre du Travail et le ministre qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Et là, on a décidé d'aller aussi à Bercy, de rencontrer d'essayer de rencontrer plus de monde. Donc, c'est chose faite depuis cette semaine, puisque c'est tout frais ce que je vais vous dire. On a rencontré Geneviève Darrieussecq cette semaine avant-hier. Hier, on a été reçu par une conseillère du ministre de l'Industrie à Bercy et on a un rendez-vous de fixé avec monsieur le ministre du Travail le 10 octobre. Entre-temps, on a travaillé d'arrache-pied avec son cabinet voilà, sur pas mal de sujets, notamment le PLF, puisque même s'il va être publié dans les premiers jours d'octobre, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Malheureusement, je pourrais pas je pourrais pas vous dire ce qu'il en est aujourd'hui parce que tant que le PLF, tant qu'on n'a pas les bleus, ça serait vraiment imprudent pour moi de m'engager vis-à-vis de vous. Mais sachez qu'on essaye dans un contexte d'austérité budgétaire, hein, le président de la République l'a annoncé, et de sobriété, on se bat bec et ongle pour les 12 thématiques qu'on a portées dans notre plaidoyer et sur les problématiques qu'on rencontre toutes et tous au quotidien. Déjà, on se bat bec et ongle pour sauver notre budget, pour essayer aussi qu'il soit mieux utilisé avec moins d'inégalités territoriales. Tous les sujets de surconsommation d'aide au poste non pourvus, tous les sujets de refus de création ou de diversification de A, tous les sujets de on vous donne des aides au poste et des tremplins, mais on ne vous accompagne pas sur le socle, sont des sujets sur lesquels on travaille aussi bien avec d'ailleurs avec les cabinets qu'avec l'administration centrale et l'administration décentralisée. C'est vrai que c'est des sujets qui nous préoccupent. Et puis plus largement, tout ce qui arrive à la rentrée là avec les problématiques d'énergie, etc. On est aussi sur tout ce qui est surcoûts sociaux et surcoûts d'investissement qui sont dans notre plaidoyer, notamment sur les taux AT-MP ou la fin du FATEA et la possibilité de retrouver un système de financement qui viendrait soutenir le développement de nos structures qui, je le rappelle, ont un surcoût d'investissement qu'on a fait mesurer par Deloitte, qui est aux alentours de un peu plus de 20%. On a également les problèmes de recrutement et les difficultés liées aux démarches administratives autour des RQTH, des équivalences de BOTH, des dossiers qui mettent 18 mois à être traités dans certaines MDPH. Donc, on a vraiment, vraiment énormément de sujets
dans les tuyaux, mais on lâche rien. Les équipes sont mobilisées en région, à vos côtés, à travers les chargés de mission et les délégués régionaux, et au national, autour de l'équipe du siège pour bosser et défendre sur tous ces sujets. Sébastien Citerne rentrera tout à l'heure un peu plus dans le technique. On a un webinaire qui est un peu chargé. On voudrait avoir un temps d'échange avec vous plutôt sur la fin. Donc, si vous avez des questions, je vous demanderai de les noter et puis on essaiera de les dérouler à la fin. Je n'ai pas pris de notes, hein, je le fais sans filet. Et je ne sais plus. J'avais dit, voilà, donc on a rencontré Geneviève Dariussec, donc bon, c'est une première rencontre avec elle, on a porté des sujets de frein autour des personnes en situation de handicap. Et puis on a été reçu hier au ministère à Bercy, mais par le cabinet du ministre de l'Industrie. Et on a eu un rendez-vous qui nous laisse assez enthousiastes parce qu'on leur demande de ne pas nous voir à côté de l'industrie, mais dans l'industrie, ou alors comme des entreprises qui ont un savoir-faire qui n'est plus à démontrer, notre capacité à embarquer des personnes qui sont éloignées de l'emploi en situation de handicap et d'en faire des acteurs à part entière de la société civile. Et donc, chose que n'arrive pas à faire en général l'industrie classique. Donc, peut-être renforcer les coopérations entre notre secteur plutôt que de l'opposer. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on a pu pousser avec eux. Donc, prochain rendez-vous, ça sera le 10 octobre. Le PLF sera sorti puisque le PLF doit sortir. Sébastien, tu me corrigeras, mais je crois que c'est le premier mardi d'octobre. Voilà. Donc on y sera vigilant. On ne veut pas une baisse de la voilure. On sait qu'on a eu beaucoup de crédits qui n'ont pas été utilisés parce qu'il y a eu du chômage partiel, parce qu'il y a eu la crise sanitaire, parce qu'on rencontre des difficultés. Mais on a demandé à l'État de ne pas baisser la voile, mais au contraire de la laisser où elle en est pour qu'on puisse maintenir notre cap, maintenir ce cap vers l'entreprise inclusive. Et surtout, on sera très vigilant à la bonne utilisation de ces crédits. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même que, OK, on a sous-consommé, on n'était pas forcément au rendez-vous du cap vers l'entreprise inclusive parce que l'actualité a fait que, mais on a quand même aussi des problématiques sur certaines régions d'entreprises en surconsommation qui ne sont pas dotées d'aide au poste alors qu'on rend des crédits, de régions qui bloquent dans le développement sur le socle alors qu'on avait des crédits. Donc tout ça, il faudra qu'on soit vigilant. Et c'est là tout l'intérêt et toute la force de notre union, c'est d'avoir les remontées d'informations pour pouvoir les porter à connaissance aussi bien de l'administration centrale que des ministères. Voilà, donc une rentrée où il va falloir s'investir. Le climat de cette rentrée, je le sais, il est un peu avec les impacts de l'inflation, nos difficultés d'approvisionnement, la problématique énergétique, les collaborateurs qui voient leur pouvoir d'achat diminuer et on sent un peu une grogne sociale qui arrive. Ça, il ne faut pas l'éluder, hein, je pense qu'on va avoir besoin les uns et les autres aussi, parce que l'UNEA ne va pas pouvoir porter tous les sujets. On reste quand même un tout petit secteur au sein de l'économie, mais il va falloir aussi que les uns les autres dans vos réseaux respectifs, que ce soit des syndicats patronaux, etc., on soit vigilant à toutes les mesures. Et nous, en tant qu'UNEA, on essaiera de relayer toutes les mesures, soit de branche, soit nationales, qui pourraient exister sur les problématiques énergétiques, etc. Voilà, c'est dans ce contexte un peu compliqué qu'on pourra avoir une vision pessimiste, mais moi, je crois qu'il faut croire en nous, croire en notre savoir-faire inclusif et continuer de porter notre modèle qui vraiment, je le pense, a encore plus de sens en ce moment et dans le futur, voilà, et qui doit pouvoir perdurer. Voilà en gros le message que je voulais vous passer en début de ce webinaire. Je ne sais pas si j'ai oublié des éléments, Sébastien, mais dans ce cas-là, je te laisserai les compléter. Je vais te laisser la parole sur des sujets plus techniques. Et puis je vous dis, je reste avec vous. Et s'il y a des questions sur la fin, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Ah, voilà, je vois aussi
toute l'équipe de l'UNEA qui est là. Je les remercie parce qu'ils ont été aussi, même s'ils ont eu des congés sur le pont tout l'été, je vois Céline, Benoît, enfin je ne vais pas tous les citer, mais ils sont à votre service et n'hésitez pas à les solliciter justement pour compiler des données puisqu'on a besoin d'avoir les alertes avant qu'on soit vraiment au pied du mur. Ok, merci Sébastien, bonjour à tous et à toutes. L'ordre du jour est assez chargé, comme Sébastien le disait. Ce qu'on voulait faire, c'est pouvoir revenir vers vous sur des sujets d'actualité qui avaient été traités cet été ou qui avaient évolué cet été. Donc on va vous parler de la mise à jour de l'étude sur le retour sur investissement qui a été produite par KPMG et qui est aujourd'hui disponible et qui confirme les tendances qui avaient été réalisées, exprimées dans les précédentes études. On parlera rapidement de la revalorisation des aides au poste qui ont eu lieu cet été, puisqu'on a eu 2 arrêtés qui ont été publiés au mois d'août et un au mois de septembre concernant la revalorisation des aides au poste liées à l'augmentation du SMIC sur le 1er mai et sur le 1er août. Et on parlera de différentes évolutions ou méthodes de travail dans EA2, notamment sur la dématérialisation des déclarations mensuelles. Donc c'était quelque chose qui était très attendu, c'est ce qu'on pourrait appeler globalement la signature électronique, même si ce n'est pas une vraie signature électronique. En tout cas, c'est une démarche qui nous permet de ne plus envoyer les bordereaux, les déclarations mensuelles en version papier à EA2, mais ça s'est fait aussi cet été dans une période où la communication des services de l'État n'est pas forcément passée partout dans tous les services. Et enfin, je vous parlerai de quelque chose qui peut impacter. On a été contacté par plusieurs entreprises adaptées sur la question du bonus-malus de l'assurance chômage et notamment de la manière de déclarer tous les CDD tremplins qui ne sont pas concernés par l'application de ce bonus-malus, mais a priori qui ne sont pas correctement déclarés au sein des entreprises adaptées dans la DSN, ce qui fait que les structures ont pu être impactées ou ont pu recevoir en tout cas un message des URSSAF en leur disant qu'elles risquaient d'être impactées sur l'intégralité de leur contrat de travail. Donc voilà les points qu'on abordera au sein de cette séquence. Donc le tout premier point que je vais vous partager, c'est le retour sur l'enquête sur le retour sur investissement qui a été réalisée par KPMG. Et donc déjà, dans un premier temps, je voudrais vraiment remercier toutes les entreprises adaptées qui ont joué le jeu et qui ont participé à la collecte des informations et des données, puisque sans ces données-là, c'est toujours difficile de pouvoir produire. Et donc là, on a eu un peu plus de entre 250 et 300 entreprises adaptées qui ont pu communiquer leurs données à KPMG et on a donc pu mettre à jour cette étude sur le retour sur investissement et sur le gain social qui n'avait pas été mise à jour depuis notamment la réforme des modalités de financement des entreprises adaptées en 2019. Donc c'était important de pouvoir voir la tendance et de voir si les résultats évoluaient fortement ou non dans le contexte actuel. Donc si on reprend les éléments, l'étude, pour mener l'étude, on la calcule et on s'appuie toujours sur 8 profils de personnes. 4 profils de personnes qui sont en activité et 4 profils de personnes qui sont en inactivité. Sur les profils de personnes qui sont en activité, généralement, on part et on s'appuie sur des personnes qui, en partant d'une rémunération minimale au SMIC, qui est notre profil numéro 1, en montant jusqu'à une rémunération du collaborateur à SMIC plus 20, donc avec des profils donc, intermédiaires à SMIC plus 5 et SMIC plus 10%. Donc ça, ce sont les profils des personnes qui sont en activité.
on regarde derrière les profils des personnes qui sont en inactivité et on prend des personnes qui seraient titulaires et bénéficiaires de l'AH, bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, et bénéficiaires du revenu de solidarité active. Et ce que l'on compare, c'est l'investissement que l'État organise et met dans les entreprises adaptées. Donc globalement, aujourd'hui, on a l'aide au poste, on n'a plus qu'une aide qui est versée par l'État. Donc on compare l'investissement et l'aide au poste qui est versée dans les entreprises adaptées à tous les éléments qui sont récupérés derrière par l'État, que ce soit les charges sociales, les impôts et les taxes versés par les entreprises et par les collaborateurs. Et on distingue l'étude sur 2 ROI, un ROI direct et un ROI que l'on appelle complet. Le ROI direct, c'est celui qui ne prend en compte que la revalorisation et les salaires des personnes en situation de handicap, sans tenir compte de l'impact de l'encadrement. Et le ROI complet, c'est celui qui va tenir compte en plus de l'encadrement et de la participation des encadrants dans l'organisation de l'entreprise adaptée. Et qu'est-ce que nous dit le résultat sur l'exercice 2021, donc sur l'analyse économique des entreprises adaptées sur l'exercice 2021, c'est que le ROI direct s'établit à SMIC plus 21,5%. Donc, en ne prenant en compte que la rémunération des collaborateurs en situation de handicap et sans tenir compte de l'impact de l'encadrement, pour tout salarié qui est payé dans l'entreprise adaptée à SMIC plus 21,5%, on est déjà sur un retour immédiat pour l'État de l'investissement qu'il investit, qu'il met dans les entreprises adaptées. Et si on intègre derrière la dimension de l'encadrement et de la globalité de l'entreprise, ce ROI, donc ce retour sur investissement, s'établit à SMIC plus 7,9%, donc à SMIC plus 8%. Et donc, la tendance par rapport à 2018, c'est que ça a très peu évolué. En 2018, les résultats étaient à SMIC plus 8,4% ROI complet. Donc, malgré la réforme de la modalité de financement au sein des entreprises adaptées, le retour sur investissement pour l'État, donc pour la puissance publique, elle récupère son investissement très rapidement parce que, en globalité, une rémunération à SMIC plus 8,9% est en dessous de la moyenne des rémunérations dans les entreprises adaptées, où on est au-delà de SMIC plus 10% en appliquant tous les éléments et tous les éléments de rémunération, que ce soit les primes exceptionnelles, l'application des avantages liés aux conventions collectives et tous les autres éléments de rémunération. Donc sur cette partie liée au retour sur investissement, on a quelque chose qui est confirmé. Donc c'est vraiment important pour nous, notamment dans ce contexte de négociation budgétaire qui risque d'être tendu. Et on n'a surtout aucune dérive par rapport à la situation qui était celle avant la réforme du financement et la réforme des entreprises adaptées applicable en 2019. Sur le gain social, donc le gain social, juste rappeler ce que c'est. Le gain social, c'est l'économie réalisée par l'État entre le passage d'une situation de non-emploi à une situation d'emploi pour une personne en situation de handicap. Donc une personne qui est en inactivité ou qui est au chômage et qui a une des allocations, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, le RSA, la SS, la RE ou la H, va passer dans une situation d'emploi dans une entreprise adaptée. Et si on prend cette situation et si on fait une moyenne des situations de rémunération que peut avoir le collaborateur, le gain social pour la collectivité d'un passage d'une situation de non-emploi à une situation d'emploi est de 11 210 €. Donc à chaque fois qu'une personne en inactivité retrouve un travail en entreprise adaptée, la collectivité fait une économie d'un peu plus de 11 000 €. Et cette situation-là
le gain social a légèrement augmenté par rapport à la situation de 2018, où on était sur un gain social en 2018 de 11 000 euros. Donc cette année, on est à 11 210 euros. Donc il y a une légère augmentation de ce gain social. Donc cette tendance est confirmée, et c'est ce qui était important pour nous, de pouvoir montrer que l'intérêt de l'investissement et l'intérêt de pouvoir remettre un maximum de personnes en situation de handicap en emploi dans les entreprises adaptées est maintenu pour la puissance publique. Et donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui de pouvoir être moins ambitieux en termes de soutien au développement des entreprises adaptées. Donc, sur le premier point, donc sur ce ROI, j'en ai fini la présentation. On répondra aux questions, comme Sébastien l'a dit tout à l'heure, à la fin, si vous voulez des précisions par rapport à ces éléments. Et juste vous communiquer que l'étude est disponible sur le site internet de l'UNEA. Elle a été publiée, vous pouvez la retrouver dans sa globalité. Sur la revalorisation des aides au poste qui sont arrivées cet été. Donc, on a eu une revalorisation du SMIC qui a été appliquée au 1er mai au 1er août. Et les arrêtés de revalorisation des aides au poste, eux, sont parus plus tard, notamment sur le premier, sur la revalorisation qui a été applicable au 1er mai. L'arrêté n'est paru que le 7 août, donc au journal officiel. Et celle, par contre, qui a été applicable au 1er août a été publiée et appliquée dès le 3 septembre. Donc, ça a nécessité des modalités de mise en œuvre qui sont différentes entre les deux séquences. Pour la première revalorisation, donc sur les aides au poste qui étaient concernées, donc les aides au poste du mois de mai et du mois de juin, la régularisation a été effectuée et payée sur le mois d'août. Donc, si vous allez dans EA2 et que vous contrôlez votre suivi financier de paiement des aides au poste, vous voyez sur le paiement du mois d'août une ligne supplémentaire qui concerne la revalorisation des aides au poste. C'est clairement écrit dans le détail de l'avenant, dans le détail du paiement du mois concerné. Pour le mois de juillet, le nouveau taux de SMIC a été totalement appliqué puisque le paiement est intervenu après la parution de l'arrêté. Donc, les régularisations et la ligne de régularisation n'a concerné que les mois de mai et le mois de juin. Pour la seconde revalorisation, donc on a les montants qui ont été automatiquement pris en compte dans votre déclaration que vous avez faite là au début de ce mois. Toutes les déclarations mensuelles du mois d'août, vous les faites généralement sur la première quinzaine du mois de juillet et vous aurez directement la bonne application du taux du SMIC en vigueur au 1er août. Donc, il n'y aura pas de difficulté, il n'y aura pas de ligne de régularisation qui apparaîtra sur les déclarations mensuelles. Un point qui est important pour nous, parce que certes, on a augmenté le montant individuel de l'aide au poste, mais derrière, on n'a pas une automaticité de l'augmentation des avenants financiers. Aujourd'hui, ce qui est signé entre l'État et l'entreprise adaptée, c'est un avenant financier qui vous donne une enveloppe. Vous avez une enveloppe qui est donnée et qui englobe un certain nombre de collaborateurs à l'intérieur. Pour les structures qui sont soit en surconsommation ou soit en consommation très très proche de l'intégralité de l'enveloppe qui leur est donnée, l'augmentation du SMIC est défavorable aujourd'hui, puisque si on ne vous augmente pas l'avenant financier, au final, on continue à vous payer dans la limite de ce qui vous était autorisé. Donc là, ce qu'on a demandé à la DGEFP, c'est de pouvoir regarder avec les services déconcentrés de l'État, donc avec les DRETS, de pouvoir accompagner les structures qui sont en consommation, complète de leur enveloppe. Donc globalement, par rapport à la terminologie que l'on a aujourd'hui dans EA2, ceux qui ont une cagnotte qui est proche de 0 dans EA2 et qui ont consommé l'intégralité de leur enveloppe.
Donc, les nouveaux montants d'aide au poste sont publiés. On les a mis également en ligne sur le site de l'UNEA. Donc, vous les retrouverez entre ceux du mois de mai et ceux du mois d'août aujourd'hui, toujours avec l'indistinction pour les aides à Mayotte, puisque la rémunération minimale n'est pas la même aujourd'hui. Sur les aides au poste, dans les discussions que l'on a avec la DGEFP, on a eu confirmation qu'il va y avoir une bourse au poste qui va être établie cette année. Donc les DRETS derrière doivent interpeller, certaines l'ont fait, certaines ne l'ont pas encore fait, mais doivent interpeller les entreprises adaptées pour avoir la visibilité de leur niveau de consommation qu'elles auraient en fin d'année afin de pouvoir réajuster les enveloppes et réajuster le nombre de postes qui sont attribués à chaque entreprise afin de coller à la plus grande réalité et afin de pouvoir optimiser l'utilisation de l'enveloppe globale des aides au poste. Donc, il va y avoir une bourse qui va être interrégionale, donc déjà intra-régionale, pardon. Donc, les régions vont déjà optimiser l'enveloppe qu'elles ont à leur disposition sur les entreprises adaptées de leur territoire. Et il y aura derrière, pour des régions qui seraient éventuellement en forte sous-consommation de budget sur un territoire donné, la possibilité de reprendre et de redistribuer les montants sur les autres territoires. Donc, l'enquête a été lancée et la demande qui a été faite auprès des DRETS, c'est de remonter les informations avant fin septembre à la DGEFP afin de pouvoir appliquer la bourse, donc de redistribuer les montants et les crédits supplémentaires sur le mois d'octobre. Donc, si vous êtes interpellé par les services de l'État, n'hésitez pas à remonter les informations qui correspondront au plus près à la réalité que vous estimez de la consommation de votre enveloppe financière. Sur EA2 et sur la procédure de dématérialisation des déclarations mensuelles. Donc ça, c'était une demande et une attente importante que l'on avait de pouvoir se sortir des envois papier des déclarations mensuelles tous les mois à EA2. On nous parle de sobriété énergétique, de politique RSE, et on continue à envoyer des paquets de papier de plusieurs pages tous les mois au service de l'ASP. Donc la décision qui a été prise et qui a été demandée et appliquée, c'était de pouvoir déclarer un mandataire, donc une personne de l'entreprise adaptée, à minima, on peut en désigner plusieurs, mais qu'à minima, une personne de l'entreprise adaptée soit désignée pour pouvoir signer électroniquement les déclarations mensuelles de l'entreprise adaptée. Alors la demande qui a été faite, la demande initiale qui a été faite, c'était une demande pour que toutes les déclarations de mandataires soient effectives le 4 septembre à minuit. L'information que j'ai eue ce matin, c'est que ce délai a été reporté jusqu'à la fin du mois. Il restait une trentaine d'entreprises adaptées qui n'avaient pas aujourd'hui mis à jour ou déclaré un mandataire sur le site EA2. Donc, ça a été reporté à la fin du mois pour une application effective au 3 octobre. Donc, les déclarations mensuelles de ce mois-ci, vous allez encore devoir envoyer les éléments papier à l'ASP à Limoges. La contrainte qui est demandée pour pouvoir identifier la personne et le signataire, c'est d'avoir une adresse mail nominative. Donc, on ne peut pas avoir et on ne peut pas utiliser une adresse mail type direction @entrepriseadaptée.fr ou comptabilité @entrepriseadaptée.fr. Ces adresses mail seront systématiquement rejetées par le système et vous ne pourrez pas, avec une telle adresse, pouvoir valider et déclarer les déclarations mensuelles de manière définitive. Donc, il faut bien une adresse mail qui comprenne nom, prénom ou première lettre du prénom et nom complet de la personne
pour pouvoir être validé par le système EA2. Les structures qui avaient déjà automatiquement une adresse mail valide, si le responsable légal de la structure avait une adresse mail valide, donc dans cette configuration, nom, prénom de la personne apparaissant dans la constitution du mail, les éléments ont été directement validés par la SPEA2. Et vous n'avez peut-être pas reçu de mail automatique vous demandant de compléter ou de nommer un mandataire sur l'outil. Donc, à partir du 12, ce sera plus donc à partir du 12 décembre, mais à partir du 3 octobre, l'ASP ne récoltera plus les déclarations papier. Les déclarations devront être forcément envoyées et dématérialisées dans l'outil, et on n'aura plus aucun envoi papier. Et je vous dis ça vient d'être modifié ce matin. Normalement, l'ASP doit vous écrire aujourd'hui. Avec le report de la date à la fin du mois pour nommer les mandataires et une mise en application du processus à partir du 3 octobre. Pourquoi ils ne l'ont pas engagé tout de suite? Parce que s'ils basculent le système, ils le basculent pour tout le monde. Donc pour les personnes qui n'auraient pas déclaré leur mandataire, ils auraient été totalement bloqués en termes de paiement. Les paiements auraient été suspendus, ils auraient dû revoir les éléments avec l'ASP, faire débloquer le système par l'ASP. Donc, pour les 25 ou 30 structures restantes, les DREDS ont été avertis des structures qui n'avaient pas encore déclaré le mandataire pour pouvoir agir très rapidement. Donc, Sébastien, il y avait deux petites questions, dont une pour laquelle, quelque part, tu viens de répondre. La première, c'était, peut-on avoir la liste des EA qui ne sont pas en conformité? Donc, de fait, je pense que tu viens de répondre. Et puis, la deuxième, c'était, est-ce que le sujet d'une liaison DSN, déclaration EA2, est envisageable pour permettre une déclaration à partir du logiciel de paye ou pas? Oui, ça sera la liaison DSN sera prévue, mais elle ne sera pas active tout de suite parce qu'il y a d'autres incidences derrière et d'autres paramétrages, et on verra notamment dans le cadre de la partie bonus-malus qu'on a encore des soucis de déclaration et de repérage du public des entreprises adaptées dans la DSN. Donc, le projet DSN ne sera pas applicable en 2022, c'est sûr, et je ne suis pas sûr qu'il soit applicable en 2023, vu les chantiers qui restent derrière pour être sûr que les paramétrages soient corrects. À aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit prêt en 2023. Il y a encore beaucoup de chantiers à traiter avant. Et donc, pour les problèmes de statut mandataire qui sont ajoutés ou pas de façon automatique ou pas, là, l'interlocuteur, c'est vraiment l'ASP. Oui, mais en fait, quand vous vous connectez sur votre espace EA2, vous voyez derrière si un mandataire est nommé. Vous le voyez directement. Quand vous regardez les différents rôles qui sont attribués aux personnes dans EA2, si vous avez plusieurs interlocuteurs entre celui qui fait la déclaration, celui qui la valide dans l'outil, vous pouvez vous organiser comme cela. Et ça, c'est précisé directement dans l'outil. C'est précisé dans l'espace utilisateur. L'espace utilisateur. Vous avez information du compte et les habilitations actives. Donc, allez le vérifier. C'est ça, Sébastien, il reste 27 EA, c'est ce que tu disais, non? C'est ça, c'est ça. Et malheureusement, on n'a pas la liste. Il reste 27 EA et une grosse vingtaine de minutes sur ce Zoom. OK. Sur une modification qui a été apportée cet été, et il y a une fiche thématique qui a été postée sur le site EA2. Si vous vous connectez dans les différents éléments qui sont mis à disposition du collaborateur, vous avez une fiche thématique.
Il y a la question de la primo-déclaration d'une RQTH dans EA2. Donc, vous avez un collaborateur qui est recruté et qui est en phase d'obtention de sa RQTH. Donc, il ne l'a pas encore, mais globalement, il y a un gros potentiel pour qu'il l'ait. Et vous l'embauchez, et le salarié a déposé son dossier et vous l'embauchez. Aujourd'hui, vous avez la possibilité pour cette personne-là de le déclarer dans EA2 et de pouvoir percevoir pendant 4 mois minimum l'aide au poste. Pour ça, vous devez déclarer dans l'outil la date de dépôt de la demande du collaborateur dans 3 champs. Dans celui de la date de début dans la date de début de la RQTH, dans la date de fin de la RQTH et dans la date de dépôt de la demande. Pour renseigner ces 3 champs-là et on vous garantit le paiement pendant 4 mois de l'aide au poste pour le collaborateur. Alors, 4 mois, ils n'ont pas la possibilité d'aller au-delà puisqu'il y a un décret qui fixe ça. Mais au moins, ça ne freine pas l'embauche d'un collaborateur qui n'aurait pas encore son document officiel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 97% des demandes de RQTH, quand elles sont déposées à la MDPH, sont accordées. Donc, il y a également très peu de risques sur cette notion de RQTH. Donc, vous pouvez en bénéficier. Si au bout de 4 mois, vous n'avez pas eu la notification officielle, ben, vous aurez la suspension de l'aide au poste jusqu'à temps que vous obteniez là définitivement la notification de la RQTH du collaborateur. Bastien, tu as quelques questions, notamment sur le sujet de la RQTH et de son renouvellement dans le chat. Je ne vois pas le chat, moi. Donc, oui, non, mais je vais te le dire. Qu'en est-il pour les renouvellements de RQTH? Qu'en est-il si la réponse de la MDPH est négative? Voilà, ça tourne autour de ça. Alors là, on n'est pas sur un renouvellement, on est vraiment sur une primo-demande. C'est un collaborateur qui fait la première demande sa première demande de RQTH. Et c'est pour permettre de ne pas bloquer un potentiel recrutement. Si derrière, au bout de 4 mois, la RQTH n'est pas accordée, il a été entendu que les 4 mois sur lesquels vous auriez perçu l'aide au poste ne seront pas remboursés. Vous n'avez pas remboursé l'aide au poste. Ils seront versés et après, tant pis, l'aide au poste, en tout cas, ne sera plus versée. En tout cas, on ne viendra pas vous réclamer le versement de ces 4 premiers mois. Et sur les procédures de renouvellement, on n'est pas dans le même cadre. La procédure de renouvellement, il faut juste faire attention à ce que la demande de renouvellement de la RQTH soit faite avant le délai de fin de la précédente RQTH. On a eu des cas cet été, j'ai eu des demandes d'entreprises adaptées où le collaborateur avait déposé sa RQTH après la date de fin. Il n'y aura pas de couverture de la période complète. C'est-à-dire que l'AMDPH ne peut pas prononcer une RQTH sur un délai qui est passé. C'est-à-dire une personne qui avait une fin de RQTH au 31 juillet, si elle dépose son dossier au 30 septembre, sa future RQTH démarrera le 30 septembre. Elle ne pourra pas démarrer au 31 août. Donc, vous risquez de perdre 2 mois de RQTH sur le paiement des aides au poste. Dans le chat, tu as un contre-exemple pour une RQTH qui a été déposée en octobre 2021 pour une fin de validité en février 2022, avec un accusé de réception de la MDPH, mais toujours pas de retour formel de l'obtention, et du coup, une suspension visiblement pour l'EA du versement de l'aide au poste depuis 2 mois. Oui, bah le versement est suspendu 4 mois après la date de fin de la RQTH. Vous allez recevoir la nouvelle notification. Là, la demande a été faite dans les temps, donc il n'y a pas de difficulté. On aura couverture de la RQTH. Mais par contre, on connaît les délais. Hein. Ça va de 12 mois à 18 mois dans certaines MDPH pour obtenir les délais. Dès que vous allez le recevoir, vous allez mettre à jour la donnée dans EA2 et vous allez bénéficier du paiement des aides au poste. Et tous les mois sur lesquels vous auriez été suspendu vont à nouveau être payés au moment où vous allez déclarer la nouvelle date de validité.
Le dernier point que je voulais aborder, puisqu'on a eu des questions cet été par plusieurs entreprises adaptées sur la contribution de l'assurance chômage dit bonus-malus. Hein, donc, on a un bonus-malus qui s'applique pour toutes les entreprises de 11 salariés et plus qui relèvent de certains secteurs d'activité. On n'a pas tous les secteurs d'activité qui sont concernés, mais on a les branches qui ont notamment un taux de séparation et un taux de fin d'utilisation de CDD. Hein. C'est dans la volonté de limiter l'utilisation des CDD pour éviter la précarité des collaborateurs. Donc ça, ça a été fixé par arrêté du 28 juin 2021. Et les 7 secteurs d'activité qui sont concernés sont ceux qui sont listés sur le slide. C'est la fabrication des denrées alimentaires, de boissons et de produits de tabac, la production et distribution d'eau, d'assainissement, la gestion des déchets. Donc là, on a beaucoup d'entreprises adaptées qui peuvent être concernées par ce point-là, la gestion des déchets et la dépollution. Les autres activités spécialisées scientifiques et techniques, l'hébergement et la restauration, les transports et l'entreposage, la fabrication des produits en caoutchouc, en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques, et le travail du bois, l'industrie du papier et l'imprimerie. Donc, ces secteurs d'activité, pour les entreprises de ces secteurs d'activité, normalement, vous avez dû recevoir un mail d'information de vos URSSAF vous précisant que vous êtes potentiellement concerné par l'application de ce bonus-malus. Derrière, il y a une application du taux. On vient mesurer la situation individuelle de votre personne et la comparer à la situation de la branche concernée, donc des lignes métiers que l'on concernait. Par contre, on a des typologies de contrats sur lesquels le taux qui serait révisé, au lieu d'avoir le taux aujourd'hui de 4,5, si votre entreprise se voyait appliquer un taux de 5%, par exemple, parce qu'elle a utilisé beaucoup de CDD dans son entreprise, on a 3 typologies de contrats qui sont exclus de l'application de ce taux, de ce taux majoré ou minoré, puisque c'est un bonus ou un malus, vous pourriez éventuellement avoir un taux minoré. Les contrats concernés sont les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, donc globalement les contrats d'alternance, les contrats, les CUI, et les contrats d'insertion conclus en application de l'article 1242.3 du Code du travail, du 1 du 1242.3 du Code du travail. Et les CDD tremplins sont des CDD qui sont conclus sous cet article-là. Donc, pour tous les CDD tremplins qui sont conclus dans l'entreprise adaptée, il ne se voit pas appliquer la majoration, donc le malus de l'assurance chômage. Donc, on a donc là une nécessité de bien déclarer la personne dans la DSN comme étant titulaire d'un CDD tremplin. Sinon, la DSN, elle va considérer que la personne est en CDD classique et elle va vous appliquer une majoration du taux pour également ces collaborateurs-là. Donc, pour faire ça, on a 4 champs qui sont à renseigner dans la DSN. Alors, c'est très technique, hein, je suis désolé, mais c'est la DSN. Donc, vous savez, pour ceux qui font de la paye, vous savez comment c'est. Donc, on a 4 champs qui sont concernés. On a la rubrique 40007 qui détermine la nature du contrat, où là, on n'a aucune difficulté. C'est la même que pour les contrats de droit commun et pour les CDD classiques. Il faut simplement déclarer la valeur 02 qui est contrat de travail à la durée déterminée de droit privé. Donc, généralement, ce champ-là est bien renseigné par les entreprises adaptées. On a un champ qui s'appelle complément de dispositif public, qui est le champ 40.073. Et là, il faut renseigner la valeur poste éligible à l'aide au poste en entreprise adaptée. Donc ça, c'est important. C'est quelque chose que vous déclarez à la fois pour le salarié en CDD tremplin, mais aussi pour le salarié du socle. C'est dès que vous avez un collaborateur qui bénéficie du dispositif entreprise adaptée, vous devez déclarer dans ce champ 40.073 la valeur 01. Là où souvent c'est mal renseigné, c'est sur le champ 40.008,
qui s'appelle dispositif de politique publique. Et là, il faut renseigner la valeur contrat à durée déterminée d'insertion. Donc, ce n'est pas en effet systématique que les entreprises adaptées aient pensé à ça, puisque insertion en pendant, ça nous faisait plus penser à l'insertion par l'activité économique. Donc, je pense que ce champ-là a été pour beaucoup mal renseigné dans les entreprises adaptées. Donc, sur le 40008, il faut vraiment codifier comme quoi la personne est en contrat à durée déterminée d'insertion. Sébastien, on a quelques petites questions là qui se sont accumulées. La dernière, pour rassurer tout le monde, sur la diffusion du support, il sera diffusé. Il y avait une question sur le CDD tremplin embauché ensuite en CDI dans la même entreprise. J'y ai répondu dans le chat. Voilà, celui-là, à l'instant. Donc, si je remonte un petit peu sur les questions notamment de l'URSSAF, une EA n'a rien reçu alors qu'on appartient bien à une branche concernée, que comprend les autres activités. Qu'est-ce qui caractérise l'activité? Est-ce que c'est la convention collective, la PE ou la réalité notamment de l'activité principale? Et puis une dernière question sur le FATEA, est-ce qu'on pourra en parler en fin de Zoom? Sur le FATEA, on en parlera, Sébastien. Oui, pas de souci. On a fini de dérouler les slides, Sébastien, ou pas? C'est le dernier, oui. Et du coup, on va reprendre les questions. Donc, sur le FATEA, on peut en parler. Ça va être très bref. Il n'y en a pas eu l'an dernier puisque le FATEA s'arrêtait fin 2021. Il n'était pas prévu de FATEA programmé en 2022. Ça fait partie alors pas sous la forme, en tout cas, l'UNEA porte dans son plaidoyer la création d'un fonds pour le soutien aux investissements dans les entreprises adaptées, qu'on l'appelle FATEA ou autrement, et les règles de distribution. On y travaille aujourd'hui, on ne peut pas vous promettre quelque chose. Je pense que sur 2022, ça sera compliqué, mais on aimerait pouvoir embarquer quelque chose dès 2023 dans le PLF 2023 pour avoir un fonds de soutien. Voilà. Sur 2022, il n'y aura rien, c'est clair. On le savait dès le PLF puisque ce n'était pas programmé au PLF. Donc, mais on y travaille pour 2023 et on espère qu'on y verra beaucoup plus clair dans un gros mois, un mois et demi. Voilà. Fin octobre, on pourra communiquer dessus. Et on pourra communiquer dessus positivement ou s'il faut qu'on aille au combat, vous pouvez compter sur le NEA pour aller au combat et on aura besoin de toutes les forces vives pour mobiliser les députés comme on a déjà su le faire si on venait à avoir un accident de PLF, bien sûr. Sur le CDD tremplin, j'ai répondu dans le chat. Comment saisir une RQTH pour une personne qui initialement a été saisie sans RQTH? Je ne sais pas. Là. Aujourd'hui, c'est possible. Normalement, vous avez une fiche technique dans EA2 qui reprend cette possibilité-là de faire une modification entre guillemets, de statut de la personne. La personne, si elle obtient une RQTH en cours de parcours dans l'entreprise adaptée, vous avez la possibilité de la déclarer dans l'outil aujourd'hui. Alors, je reviens sur la question du CDD tremplin. Quelqu'un qui est embauché en CDD tremplin et ensuite vous le conservez en CDI dans la même entreprise adaptée n'aura plus le droit à l'aide au poste. SVO a changé. Il n'a pas le droit à l'aide au poste s'il a juste une RQTH et qu'il ne cumule pas des critères à l'entrée, des critères qui pouvaient être les critères de l'EA socle. Si à l'entrée, quand il est en CDD tremplin, vous avez une fiche de prescription du service public de l'emploi, comme quoi il aurait pu être éligible à l'EA socle, légalement, on ne doit pas pouvoir vous refuser l'aide au poste si vous avez des aides au poste disponibles, l'aide au poste socle. Après, je sais qu'il y a des pratiques différenciantes selon les régions. Je ne sais pas si j'ai été clair. Excusez-moi, j'ai une question sur ça. David Armandi de l'EAMA Campagne, bonjour. Par rapport à ça, effectivement, nous sommes dans une démarche, on a signé notre premier CDD tremplin avec une personne qui arrive de l'apprentissage et qu'on va garder après à l'EA. En ayant échangé avec la GFIP, il apparaît que
si on n'a pas l'aide au socle, on pourrait bénéficier de la RLH apparemment après. Ah oui, ça, vous pouvez ça, Voilà, non, mais c'est juste pour ouais, partager un on peu. peut aller solliciter de la RLH auprès de la GFIP, oui. Mais voilà, c'est une question de statut du salarié à l'entrée sur le A. En tout cas, il faut aussi, pour bénéficier de l'aide au post-stock, il faut qu'il réponde aux critères d'éligibilité de l'aide au post-stock. Et donc, l'aide au post-stock, il ne suffit pas que la RQTH, il y a des conditions d'éloignement de l'emploi ou de parcours qui étaient précisées dans les arrêtés qui doivent être vérifiées aujourd'hui. Alors, j'essaye d'oublier aucune question, mais là, il y en a deux qui viennent d'arriver. Y a-t-il des échanges pour accompagner économiquement les EA face aux hausses très importantes des coûts énergétiques? Et une autre qui retraite sur le sujet de A2, sur la fiche A2, de modification d'une fiche salariée. Voici les seuls champs modifiables, NTT, civilité, nom d'usage. On ne peut donc pas corriger lorsqu'une RQTH n'est pas mise au départ. Donc, une question technique, une question un peu plus économique. Sur la question économique, y a-t-il des échanges pour accompagner économiquement les EA face aux hausses très importantes des coûts de l'énergie? On en a fait part hier au cabinet du ministre à Bercy. Après, ça sera pas un combat seul de l'UNEA. Je pense que ça va être des combats plus global pour les entreprises, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas. On a beaucoup parlé du marché des particuliers. Aujourd'hui, la vraie hausse, elle va être dans les entreprises. Et donc, je pense que dans les branches, dans les branches professionnelles, dans les syndicats patronaux, il va y avoir des mouvements. Et il faudra qu'on y soit vigilant. Et nous, on en fait part au ministre, mais il y aura pas je ne vois pas comment l'État ferait des mesures spécifiques aux entreprises adaptées pour le soutien à la crise énergétique. Voilà, clairement, ça ne sera pas comme ça. S'il y a des aides possibles, elles seront peut-être par branche, par typologie d'entreprise ou pour toutes les entreprises. Et ça, nous, le rôle de l'UNEA, ça sera de vous en tenir informé à travers nos différents moyens de communication, newsletters, on fera peut-être des webinaires dédiés, voilà. Et pour Sébastien Sillon, une deuxième question que j'avais oubliée. Une personne d'ESAT qui vient sur une EA en CDD tremplin, si l'EA l'embauche, est-ce qu'elle aura les aides au poste? C'est un critère sortant d'ESAT, c'est un critère d'éligibilité. Je vous dis juste, par précaution, ne demandez au service de l'emploi une fiche de prescription. Dès le départ, même si dès le départ du CDD tremplin. Alors, Louisa. Il y avait la question sur la fiche A2. C'est difficile tout de suite d'y répondre là-dessus. Il faut qu'on peut-être. J'ai pas A2 de brancher, donc je ne sais pas. Je regarderai, il y a une fiche technique qui a été écrite dessus. J'en reparlerai à la DGEFP dans notre point de la semaine prochaine pour qu'ils nous reprécisent bien. Mais normalement, c'est possible. Alors, est-ce qu'il faut passer par le service de l'État? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était possible et ça a été fait. Et si toutefois, quand on aura remis la main sur la fiche technique, on pourra peut-être la publier sur le site, dans le compte-rendu du webinaire. Je renouvelle ma question. Certaines EA ont recours à des personnels détachés, encadrant, assistantes sociales, provenant, je suis désolé, je lis en même temps, mais si tout le monde, provenant d'autres établissements dans une même association, ces salariés inclus dans l'effectif, non inclus dans l'effectif de l'EA ne peuvent être inclus dans le ratio qui détermine le plafonnement. N'est-il pas possible de modifier cette règle? Aujourd'hui, dans le calcul d'écrêtement, c'est pour la seule moyen de la modifier, ça va être de faire des différents contrats de travail pour que les gens ils soient inclus dans l'effectif de l'EA. Mais comme ça, on valorise pas ni le recours à l'intérim, ni le recours à des même s'il y a des conventions de service, on ne valorise pas les ETP sur une convention de service de personnel qui intervient, de personnel externe, au même titre que les EA qui, par exemple, n'ont pas de service sur l'accompagnement socio-professionnel et font appel à des services externes qui existent sur leur secteur, ne peuvent pas le valoriser. Donc là, non, il n'y a pas de solution. Et ça sera d'autant plus compliqué demain quand on sera couplé avec la DSN.
la DSN demain ne reprendra les personnes qui sont affectées à l'établissement signataire du CEPOM. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les temps de travaux sur la DSN et les groupes de travaux qui ont été menés par la DGEFP avec certaines entreprises adaptées sur ce sujet-là prennent un peu plus de temps. Par contre, c'est des éléments que l'on a remontés, notamment dans le cadre de l'évaluation de la réforme et de la mise en place du comité d'évaluation. J'adresse en ce moment des petites questions d'évaluation. Dans tous les cas, sur ces questions très techniques et parfois spécifiques à une problématique propre, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos chargés de mission qui, dans tous les cas, nous feront remonter les questions pour qu'on puisse voir, notamment avec la DGEFP, dans les cas précis, comment ça peut se solutionner. Y a-t-il d'autres questions? On peut déborder un peu. J'en profite pour envoyer des questionnaires d'évaluation pendant qu'il y a les dernières questions. Donc, n'hésitez pas à nous donner ce que vous pensez, à nous dire ce que vous pensez du contenu et du format du Zoom, ainsi que des prochaines thématiques. Sur la question de prolonger un FATEA sur 2023, si on n'a pas réussi à tenir tous nos engagements et que l'on n'a pas tout consommé en 2022, ça, c'est les DRETS. Seuls les DRETS peuvent vous faire des conventions. J'espère que vous êtes déjà revenu vers eux, parce que si vous êtes déjà en date dépassée, ils ne le feront pas et vous allez devoir rendre l'argent. Hein. C'est avant la fin de vos FATEA. Faites-le bien en amont. Hein. On a fait énormément de communication là-dessus. Les DRETS sont quand même pas mal enfin, les DRETS ont quand même beaucoup communiqué. Si vous avez un FATEA qui était au 31 décembre 2022 et que vous avez d'autres projets ou que votre projet est en retard, communiquez en amont. Ils peuvent vous faire des avenants. Par contre, si c'est une redirection complète des fonds sur un nouveau projet, il y aura de la négo, ils vont peut-être vous demander. Mais voilà, et oui, et je rebondis sur ce que dit, parce qu'on n'a pas eu le temps de le dire, et je voulais le dire, j'ai oublié de le dire en introduction. On a nos JR qui arrivent entre octobre et novembre, et ces sujets-là, bien sûr, pourront aussi être traités dans le cadre des JR. Je vous encourage vivement à être présent. Mais voilà, donc non, les FATEA, négociez avec vos DRETS. Il y a une question qui disait, si l'URSSAF m'a donné un taux bonus-malus de 3%, quel taux dois-je appliquer à mes CDD tremplins? Sur les CDD tremplins, comme pour les contrats d'apprentissage, de professionnalisation et comme les CUI, ce sont donc les contrats qui sont exclus de l'application du bonus-malus. Donc, c'est le taux traditionnel qui s'applique. Donc, ce sera le taux de 4,05% qui sera appliqué à ces contrats-là. Ok, il n'y a pas d'autres questions. Peut-on avoir des précisions sur le calcul des effectifs pour l'aide au poste? C'est un peu vague comme question, je suis désolé. L'aide au poste, on a publié sur le site de l'UNEA le nouveau décret de revalorisation du mois d'août. Donc sur l'aide au poste socle, on a 3 valeurs différentes par ETP. Un ETP, c'est 151,67 h. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Donc, moi j'en vois une sur le SPE nous adresse quelques candidats RQTH, mais ne fait plus de fiche de proposition de candidature. La fiche de proposition de candidature est obligatoire pour les embauches, en termes de justificatif d'embauche. Si vous n'avez, en cas de contrôle dans le cadre du dialogue de gestion et du contrôle de service fait par les services de l'État, si vous n'avez pas de justificatif de proposition de candidature ou si vous avez fait un recrutement direct de la personne, si vous n'avez pas le justificatif que la personne correspond à tel ou tel critère, potentiellement, vous êtes en difficulté et l'État peut vous demander de reverser l'aide au poste pour le collaborateur que vous avez embauché. Donc, cette fiche de proposition de candidature reste une obligation aujourd'hui.
Il y avait une petite question sur les journées régionales. Alors évidemment, sur le format du Zoom en 1 heure, balayer tous ces sujets peut générer quelques frustrations. En tout cas, vous avez vos journées régionales en région qui sont en train de se préparer, de se programmer. Je crois que les premières sont autour du 11 ou 12 octobre. Évidemment, ce sera aussi l'occasion de revenir parfois plus en détail sur certains des thèmes qui ont pu être abordés ce matin. Je vois sur la question, je demandais de la question posée Sébastien Citerne la semaine dernière, passer par les chargés de mission. Parce que c'est plus simple pour compiler les questions. Ils ont des réunions 2 fois par semaine sur lesquelles ils peuvent traiter les questions techniques. Donc n'hésitez pas, voilà, parce que vous n'imaginez même pas le nombre de sollicitations qu'on peut avoir avec Sébastien en direct, s'il nous est vraiment difficile de répondre à tout le monde dans des délais qu'on pourrait considérer comme raisonnables. Donc, je vous invite vraiment à passer par les chargés de mission qui voilà, sont vraiment les relais de terrain pour là, ou au pire vos DR, hein, si voilà, n'hésitez pas. Et sur ce sujet-là, je suis en train d'expertiser. Je n'ai pas terminé. C'est M. Pegaricano, je pense, qui pose la question. Donc, je reviendrai vers vous dès que ce sera terminé. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir vous laisser conclure et souhaiter à tout le monde un bon week-end. Président. Eh bien, écoutez, merci, on était très nombreux. Ça montre voilà, tout le dynamisme de notre réseau. Voilà, l'actualité est chargée, elle peut être un peu, voilà, un peu crispante, mais je vous dis, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Voilà, notre modèle est vraiment adapté aux enjeux de demain. Et là, j'en suis de plus en plus convaincu. Je vais vous souhaiter donc un excellent week-end. Je vous remercie. Et n'hésitez pas à revenir, je vous le disais, vers vos chargés de mission, vos DR. On est là pour vous accompagner. On aura pas mal de petits zooms comme ça au fur et à mesure. Et les JR qui arrivent, les dates sont calées sur une bonne partie. Donc, elles vont se dérouler entre le 10 octobre et le 10 novembre. Sébastien, c'est ça la fenêtre de tir. Donc, venez nombreux. C'est vraiment des moments d'échange et aussi de capitalisation de nos bonnes pratiques entre nous. Voilà. Bonne fin de journée. Juste préciser que le prochain rendez-vous aura lieu le 7 octobre. On traitera de la question du risque client et du portefeuille client avec 2 partenaires externes que sont la COFAS et qui sont la COFAS et le Crédit Coopératif, pour bien faire comprendre l'enjeu du contrôle du poste client dans l'entreprise. Donc, ça sera la thématique de la prochaine fois. Et juste vous dire aussi comme on est en train de répondre à un appel à projet sur une thématique en particulier, lundi, on fera parvenir un questionnaire très court aux entreprises adaptées pour vous solliciter sur des éléments qui nous permettront de répondre et de qualifier notre demande sur l'appel d'offres. Et donc, il y a un questionnaire qui sera envoyé avec 4 questions fermées. Ce sera vraiment quelque chose de très simple. Si vous pouviez y répondre, ça nous permettra de qualifier vraiment notre demande. Donc voilà, merci pour la séquence et bon week-end à tous. Bon week-end, merci.